Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est demain, jour de Noël, que Mikhail Gorbatchev devrait annoncer sa démission. Selon son porte-parole, Andrei Gratchov, le texte est déjà prêt. Et si cette annonce est confirmée, elle mettra fin à plusieurs jours de suspense, mais aussi à 7 ans de pouvoir. De Moscou, la correspondance de Véronique Moreau. Il faudra s'y faire. Demain à 21h locale, probablement au cours du journal du soir, Gorbatchev va annoncer publiquement sa démission. On ne parlera désormais plus que de l'ex-numéro 1 soviétique, de l'ancien président de l'URSS, et tous les verbes se conjugueront au passé. C'est Andrei Gratchov, le porte-parole de la présidence, qui a mis fin au suspense, à vrai dire déjà bien éventé. Gorbatchev avait annoncé hier, lui-même à John Major, le Premier ministre britannique, qu'il se retirerait dans les 48 heures. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, les rangs des députés du Parlement soviétique étaient à ce point dégarnis que Mikhail Gorbatchev ne s'y est pas présenté. Lui qui avait tant appelé de ses voeux cette session du Soviet suprême n'a pas voulu connaître l'ultime affront, celui d'une salle quasiment vide. Il s'exprimera donc devant la nation à une heure de très grande écoute. Mais ces adieux, pathétiques pour l'Occident, qui a tant salué en Gorbatchev, l'homme sans qui aucun changement ne serait arrivé, seront sûrement vécus à Moscou de toute autre façon. Gorbatchev, c'est tout à la fois pour les uns, celui qui a conduit le pays à la ruine, pour les autres, celui qui n'a pas supporté jusqu'au bout leurs espérances. Et pendant ce temps-là, la Géorgie, l'une des républiques de l'URSS, s'enfonce dans la guerre civile. Aujourd'hui encore, partisans et adversaires du président Gamsakhourdia se sont affrontés à Tbilissi autour du Parlement. Commentaire de Christine Lehéran. Les rues de Tbilissi transformées en champ de bataille entre les opposants et les adversaires de Gamsakhourdia. Blindés, armes automatiques, les combats font rage principalement dans le centre-ville. Ils ont repris de plus belle ce matin après une accalmie la nuit dernière. Tbilissi recouverte d'un voile de fumée alors que depuis 3 jours, les opposants du président Gamsakhourdia pilonnent à l'artillerie lourde le Parlement. Un Parlement en état de siège, toujours aux mains des fidèles du président. Selon ses adversaires, le bâtiment est un véritable bunker. Gamsakhourdia campe toujours sur ses positions, il ne veut pas démissionner. Interviewé hier dans son camp retranché, il accuse ses opposants de mener un putsch envers un gouvernement élu démocratiquement. J'ai essayé de négocier avec l'opposition, mais sans succès. La seule solution, c'est la répression. Les opposants sont déterminés à assiéger le Parlement jusqu'à la reddition de celui qu'ils considèrent comme un dictateur. Si le président est encore protégé par une partie de sa garde, des unités dissidentes de cette même garde forment l'essentiel des forces de l'opposition. Elles ont d'ailleurs reçu le soutien de la Russie. Le président russe Boris Yeltsin a refusé d'apporter l'aide réclamée par le président géorgien, Yeltsin lui reprochant ses manquements aux droits de l'homme. Et selon l'agence TASS, ces affrontements qui durent maintenant depuis dimanche soir auraient déjà fait plus de 50 morts et près de 200 blessés. Au cœur de cette guerre civile, il y a donc un homme, Ziad Gamsakhourdia, un président élu triomphalement en mai dernier et accusé aujourd'hui de jouer les dictateurs. Son portrait par Hélène Frandon. Ziad Gamsakhourdia, acclamé comme un héros national, il vient d'être élu après 70 ans de communisme dans un climat de ferveur nationaliste. Une ferveur dont il saura se servir car l'homme est un anticommuniste virulent. Écrivain, ancien dissident, il a connu la prison dans les années 70, l'asile psychiatrique et les camps de rééducation. Son obsession, une Géorgie indépendante. Son rêve deviendra réalité en avril, après un référendum triomphal. À cette époque, il a gagné en puissance, placé ses amis au poste clé, emprisonné ses opposants, étouffé les minorités ossètes et abkhazes. Sans difficulté, il remporte les premières élections au suffrage universel avec 87% des voix. Il glisse alors dans le culte de la personnalité facile, les médias lui sont tout dévoués. Mais une crise politique va s'ouvrir à 2 reprises. Il envoie la police anti-émeute contre une foule de manifestants. Sa violence traumatise la population. Depuis, les manifestations se sont multipliées. Son dernier défi à Alma-Ata, il refuse d'adhérer à la CEI. Détesté à Moscou et dans une opposition géorgienne grandissante, Gamsakhourdia aujourd'hui n'est plus un héros national. Pas de trêve non plus en Croatie. Des combats ont encore eu lieu aujourd'hui autour de la ville de Sisak, au sud de Zagreb. Une Yougoslavie où 6 mois de guerre ont déjà fait des milliers de victimes. Demain à 12 h, la rédaction de la 3 leur consacrera une émission spéciale. Noël déchiré, une émission présentée de Vukovar par Éric Cachard. Comment croire que nous sommes ici dans une ville de 50 000 habitants?
Comment trouver la force et l'imagination de penser qu'il y a 6 mois, des enfants jouaient probablement sur cette place, au cœur de Vukovar. Le plus impressionnant au milieu de ces ruines, ce n'est pas le spectacle des maisons éventrées par les bombes, c'est le silence. Pas un souffle de vie ne traverse les avenues et les rues désertes de cette ville qui plonge notre mémoire au cœur de la cinémathèque de la Deuxième Guerre mondiale. Guernica bombardée, Stalingrad dévasté, 50 ans après, à Vukovar, les mots et les qualificatifs n'existent pas pour traduire l'intensité des émotions. Avec les envoyés spéciaux de la rédaction de la 3, nous ne chercherons pas demain à désigner des coupables, mais bien davantage à partager la souffrance des victimes de cette guerre absurde. Reportage dans les camps de réfugiés, reportage au cœur de la guerre, au cœur de la vie quotidienne, à Osijek, à 30 km d'ici, ville assiégée. Reportage aussi chez les jeunes, loin du bruit à Belgrade. Avec nos invités, médecins ou citoyens, nous tenterons de vous faire partager le premier Noël déchiré en Yougoslavie. Demain donc sur la 3 entre midi et midi 45. L'Algérie, à 48 heures de ses élections législatives, hier soir, le Front islamique du salut a rassemblé 150 000 personnes au stade olympique d'Alger. Des islamistes qui disent pouvoir recueillir 70% au moins des voix et dont les places fortes sont les grandes villes. Exemple à Constantine, un reportage de Morad Aïtabouche et Christiane Carnet. Scène de la vie quotidienne dans un lycée de jeunes filles de Constantine. Ici, le sport se pratique avec ou sans voile, pas de polémique, l'islam est religion d'État, article 2 de la Constitution algérienne. En aucun cas, le voile est un handicap pour la pratique sportive. Pas du tout, je crois pas. Même avant de le faire, déjà mes copines m'ont dit ça va te gêner, ce sera un obstacle de la part des professeurs. Mais après, je suis la seule dans l'équipe de basket qui porte le foulard et ça me dérange pas du tout. Au contraire, je me sens bien, je me sens très bien. C'est la religion et c'est elle qui l'a choisi. Elle n'a pas été forcée, quoi. Elle n'avait pas avant le foulard, donc c'est son choix. Islam et jeunesse, deux grandes valeurs de l'Algérie d'aujourd'hui. Dans ce pays musulman, 60% de la population a moins de 20 ans. Constantine n'échappe pas à la règle. La ville explose de jeunesse, de désir et de frustration. Chaque soir, dès l'appel de la prière, vers 19 h, les rues se vident. Constantine, ville morte, pas un bar, l'alcool est interdit, pas même un café, un restaurant ou une discothèque. Les jeunes attendent désespérément des jours meilleurs. Il n'y a jamais de filles avec vous? Ah non. Ah, vous trouvez ça normal? non, ça, pour nous, ah non, si, normal, hein. Pas normal. Ah si, c'est normal. Parce que celui-là veut vivre comme l'Europe. Et nous voulons vivre comme nos pères. Voilà, tu compris? Seule alternative à l'ennui pour ces jeunes, le plus souvent la mosquée. Indésirables sur le marché du travail, ils sont ici les bienvenus. Bienvenus surtout pour le Front islamique du salut, 72% aux dernières élections municipales. Déjà, à l'université islamique de la ville, une illustration de leur projet de société. Tout, ici, est hiérarchisé. Les filles s'assoient d'un côté et les garçons s'assoient d'un côté. Et c'est un principe fondamental dans l'islam, c'est la séparation entre le sexe masculin et le sexe féminin, mais toujours en gardant l'harmonie et la complémentarité voulue par le Dieu. Constantine, ville millénaire, accrochée à son rocher, à ses traditions et à l'islam, risque bien une nouvelle fois de voter en masse pour le Front islamique du salut. Si un tel scénario se reproduisait, nous a dit une sociologue de la ville, nous continuerions le combat, nous ne voulons pas de leur société. L'actualité en France avec tout d'abord un beau cadeau de Noël pour Pierre Bérégovoy. Après un excédent de plus de 6,5 milliards de francs au mois d'octobre, le commerce extérieur français a enregistré un nouveau bilan positif en novembre, plus de 500 millions de francs. Explication de Marie-Claire Thiers et réaction du ministre de l'économie. Plus 533 millions de francs, la balance commerciale se redresse en novembre. Les échanges industriels dégagent à nouveau un excédent en raison d'une forte croissance des exportations. Il faut noter que les ventes d'Airbus ont été particulièrement élevées. 19 appareils contre une moyenne de 11 par mois. Le traditionnel excédent agroalimentaire s'est aussi amélioré et les échanges avec nos partenaires de la CEE se sont nettement redressés. C'est en particulier dans la communauté économique européenne que les choses vont mieux. En gros, avec les pays de l'Europe, nous faisions 40 à 60 milliards de déficit annuel. Cette année, 4 milliards d'excédents.
Pourquoi? Je le répète, quand on fait un peu moins d'inflation que les autres, on gagne en compétitivité. Il y faut du temps. Gagnant en compétitivité, on gagne des parts de marché à l'extérieur. Pour l'ensemble de 1991, le déficit du commerce extérieur devrait atteindre 35 milliards de francs. Un résultat bien meilleur que celui de 1990 qui frôlait les 50 milliards. Un point noir toutefois, notre déficit avec les États-Unis s'est nettement creusé et la chute actuelle du dollar risque d'accentuer cette tendance. Classique mais ennuyeux pour les images de marque, des produits de luxe français signés Vuitton étaient en réalité fabriqués clandestinement en Italie et revendus en France grâce à une filière qui passait par Vintimille. Un trafic qui vient d'être démantelé par les gendarmes d'Aix-en-Provence. Un reportage de Jean-Claude Valentin. En 1989, le commissariat d'Antibes perquisitionne dans cette somptueuse villa appartenant à un couple d'Allemands, les époux Richter. Il découvre un stock de faux sacs Vuitton et Cartier et des fausses montres Rolex et Bulgari. Le juge d'instruction Murciano confie alors l'enquête à la section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence avec pour mission de remonter la filière. Mission aujourd'hui accomplie, les faux étaient fabriqués en Italie, à Florence, par deux industriels aujourd'hui inculpés et c'était des faux de qualité. En ce qui concerne ce sac, on voit que c'est un faux pour deux raisons. Premièrement, de par la forme et de par la fabrication. De par la forme, ce sac ne correspond pas du tout à la fabrication Vuitton, c'est-à-dire qu'il n'est pas répertorié sur leur catalogue. Et d'autre part, on le voit à la qualité du matériau employé, qui est manifestement faux. En Italie, ces faux étaient vendus comme tels, mais une fois la frontière passée, ce n'était malheureusement plus le cas. Oui, ils étaient revendus comme de vrais Vuitton. C'est là, d'ailleurs, qu'il y a infraction, puisque le commerçant que nous avons décelé à Marseille a revendu à peu près dans les 600 sacs Vuitton, et les clients se sont fait totalement abuser. Ce commerçant qui a pignon sur rue a été laissé en liberté et sera bientôt entendu par le juge. Cette affaire risque de lui coûter très cher. Il lui faudra en effet dédommager les douanes et bien sûr Vuitton. Et puis dans le nord de la France, en quelques jours, les douaniers ont saisi près de 300 kilos de caviar, du vrai caviar, que des touristes venus de l'Est avaient bien l'intention de revendre au prix fort. Un bon rapport puisque acheter 300 à 400 francs le kilo chez eux, ils pouvaient espérer le revendre au moins 4 fois plus cher sur le marché parisien. Samuel Costa. Marché aux puces de Saint-Ouen. Cette boîte de caviar va changer de main en éclair. Prix 1 franc le gramme, 2 fois inférieur au prix habituel. À l'approche de Noël, Russes et Polonais se sentent pousser des vocations de contrebandiers de fortune. Mais le caviar est très fragile et difficile à conserver. Et même à ce prix-là, il faut se méfier des achats à la sauvette. Des produits qui sont conservés dans des valises, pas au froid, donc ça voyage un petit peu n'importe comment. Et bien sûr, c'est à ces risques et périls qu'on achète ce type de marchandises. Rien à voir avec ce caviar de la Volga, à près de 10 francs le gramme. À ce prix-là, la contrebande reste une bonne affaire, et qui dit contrebande dit saisie de douane. Dans le Nord, 217 kilos dans un car polonais jeudi dernier, un record. Un record avant la saisie d'hier, à Sarreguemines, plus d'une demi-tonne. Les 280 kilos d'œufs d'esturgeon n'ont pas échappé au flair des douaniers. S'il est reconnu de qualité satisfaisante, donc consommable, il sera proposé à la vente par un système d'enchères. Si par contre le laboratoire nous précise que cette marchandise n'est pas consommable, il sera détruit. Valeur marchande, une broutille, plus d'1 million de francs. C'est le nouveau record à battre, mais il faut faire vite. Noël, c'est ce soir. Vous qui vous apprêtez à fêter Noël en famille avec ou sans caviar, sachez que vous pouvez vous offrir un Père Noël en chair et en os pour quelques billets de 100 francs. Une idée originale pour amuser les enfants, mais un boulot un peu saisonnier. Enquête de Pascal Sau. Si vous êtes sage, le Père Noël ne vous oubliera pas. C'est toujours ce que disent papa et maman. Pourtant, il ne suffit pas toujours de poser les chaussures pour recevoir la visite de celui qu'on imagine toute l'année. Il est beau. Je le trouve un petit peu gros et gentil. Une barbe, un uniforme rouge, puis des bottes. Et il se déplace comment? En marchant. En fait, le Père Noël prend l'ascenseur et il ne vient pas pour rien. Pour l'accueillir chez vous ce soir un quart d'heure, il en coûtera 1000 francs à papa et maman. Le Père Noël n'est pas une ordure, mais depuis cette année, il travaille pour une société. Bonjour.
c'est pas le vrai. Je peux l'ouvrir? Je pense que c'est une bonne idée commerciale. Je le pense. Bon, c'est vrai que c'est nouveau, donc c'est pas encore... il faut le lancer, hein. Je veux dire que c'est une idée qui est à lancer. Si vous voulez, dans la structure qu'on a préparée, nous sommes en mesure de servir toute la France. Pour faire du Père Noël une bonne affaire, la société a fait appel à des animateurs professionnels. Ils ont plus l'habitude des supermarchés que de l'habit rouge. Et Père Noël, ce n'est pas un boulot facile. Ça peut être un fiasco, c'est-à-dire que les enfants peuvent pleurer quoi, quand ils nous voient, ça c'est le problème. En partant, le Père Noël a bien voulu nous donner un conseil. Au téléphone, on peut l'avoir pour moins cher. On évoquait tout à l'heure les bons résultats du commerce extérieur français. Eh bien, il y a un secteur où la France doit faire très attention, c'est celui du jouet, car cette fin d'année 91 est marquée par une véritable explosion du jeu vidéo japonais. Philippe Visserias et Raymond Sarbadi ont enquêté sur cette affaire. Les vedettes de ce Noël 91, ce sont eux, les jeux vidéo. Apparus il y a 10 ans sur le marché, ils se sont développés depuis et miniaturisés. Aujourd'hui, c'est l'explosion, le raz-de-marée. Les enfants ne parlent plus que de ça. C'est passionnant. Et les Japonais vont faire toujours mieux. C'est comme si on était dans la peau du personnage. Ça bouge, c'est bien. Et tu préfères, pour Noël, tu préfères ça ou tu préfères un train électrique? Ça. Et oui, et les deux grandes marques japonaises qui fabriquent ces jeux vidéo se frottent les mains. La première a multiplié son chiffre d'affaires par 3 l'année dernière en France, par 4 même dans ce grand magasin de la région parisienne. Les Japonais savent que les parents français adorent gâter leurs chérubins à Noël. Avec une moyenne annuelle de 1500 francs par enfant, nous sommes les premiers consommateurs de jouets en Europe. Une telle générosité devrait logiquement profiter aux fabricants français. Pourtant, à quelques mètres des jeux vidéo, certains rayons sont quasiment abandonnés. Par rapport à justement l'explosion qu'il y a sur le jeu vidéo, oui, on peut dire que bon, les pluches, les jouets bois se vendent un petit peu moins. Dans ce supermarché, seul un jouet sur 5 provient d'une marque française. Mais l'industrie française du jouet, peu portée sur l'électronique il est vrai, récupère à l'exportation ce qu'elle abandonne sur le marché national. Des exportations qui ont augmenté de 80% en 3 ans. Pourtant, les constructeurs français ont perdu le sourire en cette période de fête. La déferlante inattendue des jeux vidéo va gâcher leurs vacances de Noël. Les autres informations du jour sont commentées par Pascal Justice sur les images de nos stations régionales. Un violent incendie dans un immeuble de Rennes fait un mort et un blessé grave. Le feu a pris ce matin vers 9h30 dans cet appartement du 8e étage d'une tour. À l'intérieur se trouvent 2 enfants seuls. Leur mère est sortie faire des courses. Le plus jeune, 10 ans, est mort. Son frère, 17 ans, grièvement brûlé. On ne connaît pas encore les causes de l'incendie. Pas de réveillon ce soir pour ces 39 réfugiés kurdes déboutés du droit d'asile depuis une semaine. Ils observent une grève de la faim dans l'église de Montataire dans l'Oise. Craignant de rentrer chez eux en Turquie ou en Irak, ils attendent des autorités locales qu'elles régularisent leurs papiers. Les veuves de guerre de Vence sont soulagées, elles pourront demeurer dans leur foyer. Yves-Jean Bentejac, le directeur général de l'Office national des anciens combattants, a démissionné. Il voulait fermer l'établissement au lendemain de Noël pour des travaux. Les vieilles dames âgées de 87 à 108 ans étaient bouleversées à l'idée de partir. Le préfet des Alpes-Maritimes vient de les rassurer. Elles resteront le temps des travaux. Le Rhône est en crue à cause des pluies. Les berges de Lyon sont en partie submergées et les parkings inondés. En Ardèche, la circulation est coupée sur la nationale 86, mais c'est l'Ain qui est le plus touché par les inondations. Une dizaine de communes demandent la reconnaissance de catastrophes naturelles. Si aujourd'hui le Rhône commence sa décrue, on attend de nouveaux débordements de la Saône. Les Legos ne sont pas qu'une affaire d'enfants. Il existe à Chartres une entreprise où des adultes passent 8 heures par jour à réparer les maquettes exposées dans les magasins et bien sûr tripotées par tous les bambins. Décidément, ils ne respectent rien ces chérubins, pas même les beaux joujoux. On a cru à la catastrophe hier sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada. L'annonce d'un tremblement de terre suivi d'un raz-de-marée a provoqué la panique dans la population. Beaucoup ont fui leur maison, mais en fait, il ne s'agissait que d'un canular. Explication d'Alain Chabot. Ces voitures ne partent pas pour les sports d'hiver, elles vont trouver refuge dans les collines de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le petit territoire français, perdu dans les brumes au large du Canada, a donc été la victime d'un canular de Noël. C'est un message reçu par fax émanant d'un soi-disant institut de sismographie de Washington qui a donné l'alerte.
Un tremblement de terre était annoncé pour 14 heures à proximité de l'archipel, avec des risques de raz-de-marée très importants. La préfecture déclenchait aussitôt un plan d'urgence conseillant à la population de gagner les hauteurs. 2 à 3 000 personnes ont ainsi été évacuées. Entre-temps, les services officiels se sont aperçus que l'Institut de Washington n'existait pas et que les voisins canadiens de Terre-Neuve n'étaient même pas au courant. L'alerte a donc été levée et chacun a pu rentrer chez soi dans l'après-midi. Une enquête a été ouverte pour découvrir les auteurs de cette plaisanterie un peu fort de café. Et un nouvel exploit dans la série On traverse les océans comme on peut. Cette fois-ci, c'est en ULM qu'un Français, Guy Delage, a traversé l'Atlantique Sud sur la route de Mermoz. 30 heures de vol, quelques belles frayeurs et le commentaire admiratif de Didier Chaumont. Un pari un peu fou pour cet aventurier des temps modernes, Guy Delage, accroché à son ULM, transformé pour la circonstance en véritable bombe volante. À son bord, 350 litres de carburant pour une autonomie de vol de 40 heures. C'est le temps maximum qui lui était donné pour parcourir les 2350 km de l'Atlantique Sud sans assistance. Parti dimanche du Cap-Vert vers les côtes du Brésil, Guy Delage a connu des moments très difficiles. Une panne de son émetteur récepteur avant d'être sérieusement malmené par les alizés. Météorologique était tellement abominable que j'ai vraiment l'impression de rentrer d'un pays d'où l'on ne doit pas revenir. Un raid à dormir debout car c'est bien là que résidait la principale difficulté, vaincre coûte que coûte la somnolence. Adepte du yoga, Guy Delage avait une bonne pratique du repos flash, des pauses de 30 secondes de sommeil pas plus pour éviter ainsi de piquer du nez. 26 heures, c'est le temps qu'il lui aura fallu pour parcourir les 2350 km de l'Atlantique Sud. Un record en la matière, mais quelle frayeur. Le cirque profite lui aussi de l'ouverture des pays de l'Est. Les artistes de ces pays sont maintenant libres d'exercer où ils veulent leur talent et beaucoup viennent en France. C'est un reportage au Cirque Pinder de Clément Vérénal et Thierry Isaac. Ils viennent de Roumanie, de Tchécoslovaquie, mais aussi de Hongrie, Bulgarie et Russie. Cette année, pas moins de 60 artistes des pays de l'Est composent le spectacle du Cirque Pinder, le dernier des grands cirques français. Autrefois, ces jongleurs, acrobates, clowns et musiciens étaient fonctionnaires. Pour les avoir, les cirques français devaient traiter directement avec les États communistes. Avec l'ouverture des frontières, la situation a changé. Ça représente surtout la possibilité de choisir nos artistes, car avant c'était surtout l'État qui les choisissait en quelque sorte pour nous, alors que là maintenant on a plus de possibilités de discuter avec les artistes eux-mêmes et de faire venir qui on veut. Et voici les Ivanov, une famille tchécoslovaque. Le père et la mère étaient déjà venus travailler en France, mais pour les enfants, c'est une découverte. C'est nouveau pour vous de travailler dans un cirque français ? Oui, un peu nouveau, c'est différent des autres cirques. Qu'est-ce qui est différent? Les personnes, tout. Chez nous, en Tchécoslovaquie, tous les artistes veulent maintenant venir travailler ici, explique Madame Ivanov. Autrefois, avec les cirques d'État, il y avait du travail pour tout le monde. Maintenant, il y a plus de cirques à l'ouest et surtout, nous gagnons plus d'argent. Pour le salaire, c'est mieux où? Ah oui, c'est mieux ici. Travailler à l'ouest, c'est aussi accepter de nouvelles règles de concurrence. Dans l'ancien système communiste, les artistes de cirque vivaient plutôt bien et faisaient souvent figure de privilégiés. Cependant, les sorties à l'étranger étaient rares et en tout cas soumises aux aléas de la politique ou au bon vouloir d'un fonctionnaire. Aujourd'hui, tous les artistes sont à égalité, l'embauche est libre, seuls les meilleurs numéros survivront. Le cirque, lui, ne s'en portera que mieux. On le disait en France moribond, il a encore de beaux jours devant lui. Dans un peu plus d'une heure et demie, FR3 vous proposera une émission intitulée « Dis monsieur, c'est quoi la paix ?» Une question posée par tous les enfants du Liban qui vivent pour la première fois un Noël sans guerre. Autour de ces enfants, des artistes comme Renaud, Pierre Perret, Amina, Maxime Le Forestier, Michel Vial et Jean-Philippe Aignan ont assisté aux derniers préparatifs de cette émission. Noël à Beyrouth, la veillée que vous propose tout à l'heure FR3 ressemble à un défi encouragé par le ministère de la Culture. Elle constitue en tout cas une première télévisée dans un pays qui n'a connu depuis 16 ans que la guerre et qui en portera sans doute longtemps encore les stigmates douloureux. Nous avons souhaité qu'en cette veille de Noël, à travers vous et grâce à vous FR3, le cœur des Français batte un peu au rythme du cœur des enfants libanais.
Le plateau, le décor dantesque de la place des Canons, autrefois le Saint-Germain-des-Prés de Beyrouth, aujourd'hui espace de ruines et de mauvaises herbes, protégé depuis une semaine par 500 soldats, un espace mort sur lequel une vingtaine de techniciens de FR3 ont installé 2 tonnes de matériel et 120 projecteurs pour une émission dont les vedettes seront les enfants libanais. Ces enfants-là, on ne pouvait pas ne pas venir leur tendre la main aujourd'hui pour montrer que le monde extérieur est aussi avec eux et qu'on est prêt à faire des choses si on peut les faire pour eux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Quand je suis arrivé hier sur cette place des Canons, j'étais halluciné, quoi. Il n'y a pas une image qui peut rendre l'horreur de cet acharnement qu'ont mis les hommes à tout détruire, quoi. À se détruire entre eux, et détruire toute une ville. C'est bouleversant. Rares en effet sont les lieux qui provoquent un tel choc émotionnel malgré des années de reportages finalement banalisés dans la mémoire collective. Des enfants sont nés et ont grandi dans cette horreur quotidienne. Pour leur premier Noël sans armes, certains d'entre eux s'exprimeront tout à l'heure, à la fois tout un programme et tout un symbole, puisqu'ils auront à reconstruire leur pays martyrisé. Guy Monsieur, c'est quoi la guerre? À 21h30, une émission présentée par Norbert Balita. À 22h50, Memona Interman vous présentera Soir 3. En attendant, je vous souhaite de passer une très agréable soirée, un très bon réveillon et bien sûr, joyeux Noël.